On va parler football et on va parler économie. C'est le moment du mercato. Alors, on va parler des aspects humains, des aspects de ressources humaines du mercato dans le football. Parfois, on prévoit de faire carrière dans le foot et puis sa carrière s'arrête beaucoup trop tôt en centre de formation, parfois en milieu de parcours. Parfois, on se fait virer d'un club, on ne sait pas comment rebondir. Et puis parfois, on a fini d'être footballeur ou footballeuse et il faut se reconvertir. Voilà les sujets RH dont on va parler. Et pour aborder ces aspects humains du football, c'est un sociologue qui vient répondre à mes questions. Un sociologue, c'est pas souvent qu'on invite et qu'on entend parler des sociologues, des profils très académiques. C'est Mathieu Ruffet qui répond à mes questions. Bonjour Mathieu. Bonjour Lorraine. Mathieu, tu es sociologue. Alors il va falloir que tu nous expliques qu'est-ce qu'un sociologue fait dans le foot. Déjà, merci parce que ça me permet de mettre vraiment une définition et de pouvoir offrir la lumière un peu sur un métier qui est méconnu, à la fois dans le monde du sport mais aussi plus largement. Alors, déjà, on va définir la sociologie très rapidement. C'est l'étude des comportements, donc individuels et collectifs, mais aussi des interactions sociales, à la fois en organisation, dans la société, etc. C'est-à-dire l'étude de tout ce qui concerne les comportements humains, pas uniquement la psychologie, mais vraiment les logiques collectives. Donc ça peut être entre deux groupes, entre deux personnes, avec tout un tas de caractéristiques dont on parle au quotidien, la culture, la religion. Donc dans la culture, il y a les normes, les valeurs, enfin plein de choses qui alimentent au quotidien les discussions. Et moi, c'est vrai que depuis tout petit, j'ai envie de dire, j'ai toujours eu cette fibre-là, c'est-à-dire d'analyser mon environnement. Et très rapidement, je me suis rendu compte d'une forme d'anomalie, c'est-à-dire qu'un des sports les plus connus, reconnus dans le monde entier, le football, ne faisait pas appel aux sciences sociales. Alors que par définition, il n'y a rien de plus sociologique qu'une équipe de foot. C'est vrai. Des parcours différents, des personnalités différentes, des individus très différents, qui se retrouvent tous à un moment donné de leur vie en commun pour réunir tout un tas de caractéristiques et pour concourir à un but commun. Donc, j'étais pas du tout prédestiné à travailler dans le foot, pour être honnête. La plupart, d'ailleurs, de ceux qui travaillent dans le foot sont issus du monde du football initialement, soit parce qu'ils sont footballeurs, soit parce qu'ils ont côtoyé ce monde-là très tôt. Moi, je l'ai côtoyé assez tardivement, dans le sens où c'est au moment de ma thèse où je me suis rapproché du Paris Saint-Germain. Donc à plus que 25 ans, parce que les thèses, c'est très tard. Ouais, mais alors, au moment du master, mais oui, c'était à la fin du master, exactement. Moi, mon ambition, c'était tout simplement de pouvoir faire ma thèse au sein du PSG, mais de fil en aiguille, donc au travers de discussions, notamment avec Carles Romagosa et David Hernandez, qui étaient à l'époque recrutés, qui venaient du Barça pour travailler. Deux Espagnols transfuges à Paris. Exactement. Donc à l'époque où le PSG avait pour ambition de reproduire ce qui se faisait à Barcelone, c'est-à-dire vraiment créer un centre de formation fort, où on pouvait scouter et créer des générations de talents, notamment pour les revendre derrière. Ouais. Nasser avait cette volonté de pouvoir trouver le futur Messi, dans la région parisienne notamment. On sait que c'est un vivier de talent incroyable. Le plus grand dans le monde. Exactement. Et donc moi, de fil en aiguille, à la fois avec ma curiosité de sociologue naissant sur la compréhension d'une organisation de football et sur l'architecture même d'une équipe de foot et comment est-ce qu'on peut utiliser les sciences sociales au nom de la performance sportive, et de cette anomalie, pourquoi il n'y a pas de sociologue du sport, enfin pourquoi il n'y a pas plus de sociologie du sport, pourquoi ne pas faire du coup une thèse de sociologie du sport. Et là, Nasser t'appelle et toi, tu viens au PSG. Plus complexe que ça. J'y vais au culot, je contacte David Hernandez et on échange, mail, téléphone, etc. Ils me font venir au camp des loges. Et ce qui était initialement on va dire une discussion un peu informelle, je suis progressivement devenu une partie intégrante finalement de ce projet PSG. Toute proportion gardée, c'est-à-dire je ne participe pas au projet QSI au sens strict du terme. Tu vas nous expliquer, qu'est-ce que fout un sociologue dans un club de foot ? Alors, autre bonne question, parce que souvent c'est un terme galvaudé. D'ailleurs, moi on m'appelle souvent psychologue. Moi, on va parler de toi comme le psy des clubs de foot. Moi, dans mon cursus universitaire, j'ai fait de la psychologie sociale. Et je pense que la psychologie sociale s'apprête encore plus à un usage très opérationnel de la sociologie qui, elle, pourrait étudier uniquement d'un point de vue très froid, très neutre et en surplomb des mécanismes un peu collectifs sans vraiment avoir une visée très opérationnelle. Donne-nous un exemple concret. De mon quotidien. Alors, la manière dont moi j'utilise les sciences sociales, il y a deux exemples. L'accompagnement individuel du joueur, c'est-à-dire essayer de comprendre sa personnalité et voir comment est-ce que ça peut fitter avec les attentes du club, du coach, du joueur aussi sur sa carrière et trouver des leviers, à la fois des leviers motivationnels mais aussi des leviers d'intégration, etc. en prenant tout un tas de caractéristiques, son origine sociale, son origine ethnique, la culture, la religion, l'âge, qui font que parfois ça peut être des facteurs compliqués pour certains profils de s'intégrer. Donc moi j'optimise ces capacités d'intégration et donc de réussite, on va dire ça. Ça va te plaire. Ouais. Et l'autre axe où je suis utilisé également, c'est sur le recrutement, où pour cibler un joueur, au-delà des caractéristiques habituelles, c'est-à-dire
tactique, technique, etc. De la data de base. Exactement. Moi, j'ai plutôt une approche, on va dire, qualitative sur la personnalité du joueur, où j'étudie non pas uniquement un joueur sur ce qu'il est en tant que joueur de foot, mais plutôt sur l'humain. Donc c'est un grand mot, hein, mais c'est essayer de comprendre qui est le joueur, d'où il vient, en termes de parcours. Donc ça passe par des entretiens individuels, mais aussi de penser l'individu, donc le joueur, au travers des relations et des interactions qu'il aura dans cette équipe-là. Donc voir si ça va matcher avec le coach. Anticipe les interactions humaines qu'il va avoir dans son équipe. Exactement, parce que même si les joueurs ont des projets individuels, le football, en tant qu'équipe notamment, ça reste un projet collectif. Donc moi, mon rôle, c'est de limiter le plus possible l'aléatoire. Systématiquement, c'est ce que je dis aux directions, au staff, etc. Mon but, c'est de garantir, de maximiser les conditions de performance. Il n'y a pas de recette miracle, mais c'est vraiment de permettre au coach, de permettre à la direction d'avoir le plus possible d'éléments pour minimiser le plus possible l'aléatoire négatif, mais au contraire maximiser les chances de réussite de la performance. Alors Mathieu, avec toi, on va parler mercato sous les angles humains. On parlait en préparant cette interview des jeunes qui rentrent en centre de formation, qui sont préparés mentalement, dirigés vers une carrière de footeux et qui se retrouvent à devoir arrêter leur carrière en plein milieu. On parlait de ces joueurs de foot qui doivent se reconvertir parce qu'ils arrivent en bout de carrière. Bref, on parlait de comment penser son futur quand on a toujours fait du foot et qu'on s'est toujours vu de footballeur et comment on fait pour se penser différemment. Qu'est-ce que le psy/sociologue du sport que tu es peut nous donner comme élément de réponse? Il y a beaucoup de choses dans ta question, enfin beaucoup d'éléments, c'est ultra riche et c'est hyper intéressant, c'est mon quotidien en effet. Déjà la notion de carrière. Une carrière de footballeur, c'est assez court, honnêtement. Quoi, 10 ans, 15 ans? Ouais, grosso modo, on rentre... Si la santé va bien? Oui, exactement. Pour finir à 38, 40, 42 ans pour certains et on commence la carrière. Les premiers contrats pro sont signés autour de 19, 20, 21. Souvent, on a les représentations un petit peu du footballeur millionnaire qui n'a même pas besoin de se soucier finalement de l'après-carrière. Ça, c'est une minorité. La grande majorité des joueurs de foot, alors, il y a deux catégories. Il y a les professionnels et je dirais un peu les semi-pros. Les professionnels ne sont pas tous forcément multimillionnaires. Donc, déjà dans cette optique-là, il faut déjà anticiper et être à la place des joueurs en se disant, bon, si ma première vie professionnelle s'arrête à 38, 39, 40 ans, il me reste 20, 25 ans derrière. Qu'est-ce que je fais de cette vie-là si je n'ai pas accumulé suffisamment de ressources? Comment je gagne ma vie? Exactement. Donc ça, c'est une question très, très, très importante pour 70%, 80% des joueurs de foot. Et il y a l'autre partie, je disais un peu semi-pro, c'est ceux qui soit ont fait un centre de formation mais n'ont pas réussi à percer fort dans le foot, donc ne pas avoir des gros contrats, soit ceux qui n'ont pas fait de centre de formation mais qui vivotent du football. Quand je dis vivoter, ça peut être de 1005 à 2000 euros, on va dire, pareil, jusqu'à 35, 38 ans. Eux aussi, la question, encore plus d'ailleurs, se pose de la reconversion et de quoi faire après le football. On rencontre différents cas de figure. Donc les joueurs de foot, faut bien comprendre qu'ils sont dans une bulle, dans le sens où ils sont initialement passionnés de foot. Le foot est un loisir de base qu'ils transforment en métier au travers de leur pratique, au travers de leur parcours. Mais c'est un apprentissage sur le tas. C'est-à-dire qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en considération. Le facteur chance, la santé aussi, parce qu'une blessure et tout peut s'arrêter. Donc, ils sont systématiquement à la fois sur le qui-vive et dans un impératif d'anticipation. Sauf que cet impératif d'anticipation, il existe... Enfin, la marge de manœuvre est assez réduite, puisque premièrement, ils doivent uniquement penser au jour le jour, parce que c'est comme ça. Le foot, c'est semaine après semaine, c'est match après match, et c'est très difficile de savoir ce qu'on va faire dans 3, 4, 5 ans. Et il y a très peu de pédagogie, d'éducation, ou même de compréhension de ce que sont les rouages de l'économie, de l'entreprise. Tu n'apprends pas ça en centre de formation? Non, pas tellement. Après, il y a différents types de profils. Déjà, intrinsèquement, chaque individu va être différent. Il y a ceux qui vont avoir un attrait à essayer de découvrir, apprendre un peu plus au-delà du métier de footballeur. Mais la grande majorité, ils sont concentrés sur leur carrière et ils ne vont pas penser à autre chose. C'est-à-dire qu'ils sont souvent mis devant le fait accompli, de se dire, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, pour tous les profils qui ne sont pas millionnaires, c'est un peu cette question. Et même ceux qui sont millionnaires, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font après? Alors, très rapidement, ceux qui sont millionnaires, la plupart n'ont pas cette fibre, en tout cas cette logique d'investissement, pour être honnête, parce que quand on a des millions, la logique c'est d'en faire quelque chose, ou en tout cas de faire travailler l'argent à sa place. Ça reste une minorité, mais pour différentes raisons. Déjà, la sociologie des joueurs, c'est-à-dire c'est souvent donc des personnes qui sont issues de milieux populaires, et où il n'y a pas eu d'habitude, ou en tout cas d'éducation, pareil au niveau de la gestion des finances, et même de la gestion de grosses finances. Ce n'est pas quelque chose d'habituel.
Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'habitus, donc dans les normes et les valeurs, qui font qu'ils n'ont pas les automatismes que d'autres milieux peuvent avoir sur de la notion d'investissement. Donc, ça va être typiquement de l'investissement immobilier ou autre, etc. Donc, les reconversions professionnelles pour ces joueurs-là, ça va être donc soit sur de la finance pure, mais en étant accompagné, soit la reproduction dans le milieu footballistique, donc être coach, le métier d'agent également, d'intermédiaire, ou journaliste, consultant, etc. Pour l'autre partie de ceux qui n'ont pas les moyens et les ressources financières et qui doivent donc trouver un autre métier, soit ça va être dans la continuité totale de ce qu'est le football, donc dans la logique de passion, parce qu'aussi ils n'ont que ça. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, encore une fois, que les joueurs étant dans une bulle, un joueur de foot, quand il arrive à 40 ans, il n'a rien connu d'autre que son quotidien, mettre les crampons, aller sur le terrain, faire des matchs le week-end, etc. Donc c'est extrêmement limitant donc, pour deux raisons, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas connu d'autres choses dans leur milieu professionnel que être footballeur. Et en plus, les métiers autour du foot sont assez limités, honnêtement. Et les compétences d'un sportif, qui plus est d'un sportif de haut niveau, sont difficilement transposables. C'est aussi ça la limite, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le temps d'expérimenter autre chose que leur corps ou maintenant de plus en plus leur image. Ouais. Donc ça peut être aussi un autre axe. Et les nouvelles générations l'ont très, très, très bien compris. Quand tu dis les nouvelles générations, tu penses à qui en particulier ? Alors... Et tu peux nous faire le portrait de cette génération ? Ouais. Alors, je dirais, à l'apparition des réseaux sociaux, enfin, de l'usage fréquent et récurrent des réseaux sociaux, les jeunes footballeurs, donc concrètement ceux qui sont nés après 2000... Donne-nous des noms. Moi, j'ai connu la génération 2002 au PSG, concrètement. Donc la génération Kais Ruiz, etc. Pour ne pas le citer, mais il y en a d'autres. Très rapidement, et de plus en plus, Garbi par exemple, ils ont très tôt eu des contrats de sponsoring et ils ont compris les rouages. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mise en scène de soi, pas dans le sens péjoratif du terme, dans le sens où ils sont conscients très tôt d'être des actifs, que les clubs les utilisent comme tels, que les leur image est une valeur. Exactement. Qui dépasse le sport. Exactement. Et certains joueurs qui se rendent compte peut-être qu'ils ne feront pas carrière dans le foot vont se servir très rapidement des réseaux sociaux, de l'image d'un club comme d'un tremplin pour mettre en avant leur image et vendre quelque chose, c'est-à-dire avoir une valeur. Donc vendre leur image, faire du placement de produits, avoir des contrats de sponsoring, etc. En direct, en squeezant les clubs. Complètement. Et ça devient de plus en plus une sorte presque de business plan pour les jeunes talents. Qui plus est, quand on remet en perspective l'origine, encore une fois, sociale de ces jeunes-là, le football, c'est une porte de sortie, c'est le salut. Concrètement, c'est soit on fait du rap, soit on fait du foot, c'est très caricatural, mais dans l'inconscient collectif de beaucoup de jeunes hommes issus des quartiers populaires, le foot reste le salut. Et ton observation de sociologue. Ouais, complètement. Et qui plus est en immersion totale, puisque j'ai grandi dans les Yvelines, à Trappes, et je sais à peu près comment fonctionne la manière de penser de ces individus-là et de ces jeunes-là, et j'en étais moi-même un. En effet, le foot est un salut et permet d'accéder à un autre statut socio-professionnel. Donc, et très rapidement aussi, les jeunes ont compris les rouages des réseaux sociaux. L'outil que représente Instagram, par exemple, ou Snapchat, c'est devenu aussi un outil de promotion. Donc, ils se servent du club de foot, non plus uniquement pour avoir un contrat pro et percer dans le foot, mais pour mettre en scène leur image et la valoriser au sens monétaire du terme. Donc, nous, c'était pas rare, et c'est toujours le cas, de voir des jeunes profils. Quand je dis jeunes, même dès la préformation, enfin 14 ans par exemple, 13-14 ans, avoir déjà des propositions de sponsoring, Puma, Nike, etc., d'être rémunérés par ces marques-là pour faire de la pub sur Instagram, avec une audience pour la plupart 20, 30 000, 40 000 followers. Ça permet déjà d'avoir une amorce sur une audience, etc. Et le marché est très attentif à ces jeunes profils-là. Les jeunes profils comprennent comment ça fonctionne, donc ils vont mettre en scène leur célébration, par exemple, quand ils vont marquer des buts, avec la connivence des photographes sur place, le public, etc., les jeunes qui les suivent. C'est vraiment des mini-écosystèmes, des mini-business modèles individuels. Une petite anecdote aussi, c'est les futures femmes de footballeurs. Il n'est pas rare de voir, par exemple, si on va au camp des loges, on regarde les matchs des U17, des U19, etc. Il y a tout un tas de jeunes femmes qui viennent voir les matchs, non pas qu'elles soient forcément fans de foot, mais il y a aussi une logique d'investissement. C'est très cynique. Se positionne déjà. Exactement, c'est très cynique de dire ça comme ça, mais il faut miser sur le bon cheval.
Et elles ont aussi compris cet aspect-là du marché. Ça pourra faire l'objet d'une autre interview avec toi. Ah bah avec plaisir. Mais la sociologie de la WAG. Il y a pas mal de choses à dire, honnêtement, que j'ai pu observer et même qui font sens aussi si on regarde d'un point de vue très froid et très neutre le marché. Ça peut être en effet un investissement très rentable de se mettre en couple avec un jeune sportif qui risque de percer, d'avoir un gros contrat, etc. Alors, on a parlé des potentielles reconversions, qu'on soit un joueur pro ou un joueur semi-pro. Est-ce que tu peux, en tant que sociologue, nous dire comment ça se passe d'un point de vue sociologique, le mercato dans la tête des joueurs? Comment on passe d'une écurie à une autre? Quels sont les mécanismes sous-jacents dans la tête des joueurs et des joueuses? Bah déjà, il y a plusieurs éléments. Alors, l'amour du maillot, il existe, alors, on va dire peut-être un petit peu moins, dans la mesure où les logiques de marché prennent vraiment le pas. Aujourd'hui plus qu'hier? Je pense, c'est très difficile d'avoir une analyse un peu anachronique parce que c'est très vite galvaudé, Ouais. on va se dire c'était mieux avant, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, la grande majorité des joueurs, en effet, recherchent la sécurité financière et matérielle, bien évidemment. Sure. Mais il y a d'autres leviers de motivation. Donc, Cette sécurité, pardon, je te coupe Mathieu, elle vient de ce que tu décrivais tout à l'heure, des origines populaires, où on va d'abord chercher la sécurité, c'est le premier truc qu'on va chercher. Ça joue. C'est l'idée d'offrir une villa à sa maman, c'est l'idée de se dire on met la famille à l'abri et de faire fructifier un don ou un talent initial qu'on peut avoir pour faire de l'argent avec. C'est très décomplexé aux États-Unis, par exemple. Les joueurs de NBA ne s'en cachent pas. Ils viennent pour la quasi-totalité de milieux très défavorisés. Ils se servent du sport comme un moyen d'ascension sociale. Ça, c'est une évidence. Donc, le foot n'échappe pas à la règle, surtout que ces profils-là comprennent le système et vont tout faire pour gagner le plus d'argent possible, très rapidement. Mais il y a des subtilités. Déjà, il faut être suffisamment bon au foot pour avoir le rapport de force à son avantage. Et il faut comprendre un minimum les logiques de marché, donc la force de frappe des clubs, les logiques de contrat. Ouais. Il y a des joueurs qui se font avoir, donc c'est aussi la notion d'entourage, de conseil. Et c'est là où forcément interviennent les agents. Très, très, très rares sont les joueurs qui réfléchissent tout seuls à leur carrière. Tu peux en citer quelques-uns? Qui réfléchissent tout seuls? Qui ont réfléchi tout seuls dans les 10 dernières années? Franchement, non. Enfin, Mbappé, par exemple, mais parce qu'il a percé très tôt et qu'il est bien entouré. Mais encore une fois, il est conseillé par sa famille. Et il est fils de 2 sportifs. Exactement. Il est né dans un environnement, même un environnement médiatique finalement, qui lui ont permis d'avoir les clés en main. Mais c'est très, très rare des joueurs qui s'auto-conseillent et n'ont pas très rapidement la soumission à tout un entourage qui prennent la main sur les logiques de carrière. Pour des raisons, encore une fois, je ne veux pas digresser, mais pour des raisons évidentes. Lire un contrat, c'est pas évident, surtout avec plein de clauses où le club se protège, où l'image du joueur, il y a plein d'éléments qui rentrent en considération dans un contrat, donc c'est compliqué à comprendre. Et encore une fois, ce sont des milieux où les familles et les jeunes ne sont pas... Il n'y a pas d'éducation à la compréhension des rouages juridiques. C'est presque un service que devraient proposer les clubs, en fait. Exactement. Et ça, alors, je pense que ça va venir, honnêtement, mais c'est toujours la même question. Qu'est-ce que les clubs ont à gagner à faire ça? Donc, on est au service de qui en tire son intérêt? Et aujourd'hui, malheureusement, ce sont des intérêts individuels d'intermédiaires, donc les agents, même si le métier est de plus en plus régulé, qui tirent leur épingle du jeu et qui font de l'argent sur l'ambition des jeunes, sur le rêve des parents. Et ça peut être désastreux parce que le fameux Mbappé's Project, où les parents espèrent que leur fils devienne le futur Mbappé et ramène de l'argent, ramène une image, etc., la gloire, tout ça, les agents surfent dessus et malheureusement vendent du rêve parfois aux jeunes, aux parents, etc. Donc, tu as le club aussi qui peut jouer le rôle soit de tout miser sur un actif, soit au contraire de le délaisser quand il n'est pas au niveau, mais d'autres clubs ou d'autres agents vont reprendre le joueur et lui vendre du rêve, etc. Donc, il y a tout un environnement où il y a de l'argent, mais qui est très, très pollué. Pollué parce que l'argent qui ruisselle n'est pas toujours régulé. L'argent qui ruisselle, on le voit maintenant, on se dit, je peux avoir tant maintenant, donc autant le prendre parce qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on aura après. Donc, c'est très difficile pour les profils d'avoir un plan de carrière bien défini. Et pour répondre à la question, parce que c'était le mercato initialement, ce dont on parlait, ça dépend de plein de choses. Ça dépend du niveau du joueur, de l'âge du joueur, des opportunités qu'il peut avoir, de son rapport de force par rapport au marché. De plus en plus, on se rend compte que les joueurs partent libres, c'est-à-dire qu'ils attendent la fin de leur contrat pour partir libre et avoir une prime à la signature. Ça, c'est une vraie tendance qu'on observe. Ouais, de plus en plus. Donc là, on parle vraiment sur les clubs pro, là où il y a de l'argent, etc. Le joueur et l'agent
ont l'avantage de plus en plus sur les clubs. C'est une inversion du rapport de force. Exactement. Alors nous, on le constate déjà dès le centre de formation où le joueur et l'agent font un petit peu la loi et le club est obligé de s'aligner. Si le club veut avoir des indemnités de formation sur le contrat pro, si le club veut sécuriser son joueur et veut le signer avant tout sur un contrat pro de 2-3 ans et le revendre après, ils sont obligés de faire le dos rond et d'accepter parfois les demandes, les requêtes de l'agent. Donc ça peut être une grosse prime à la signature, ça peut être certaines conditions, même en nature, etc. Donc il y a une guerre finalement pour avoir les meilleurs profils. Et c'est une logique à la fois d'investissement, c'est-à-dire que l'agent investit sur le joueur, le club investit sur le joueur, et le joueur, lui, par rapport à sa carrière et ses opportunités, va investir sur le meilleur pari. Donc ça, c'est pas toujours évident pour les joueurs d'avoir les idées claires quand il y a différents contrats sous le nez, etc. Donc, je pense aussi un autre élément, c'est qu'il y a une sorte d'individualisation encore plus de l'optique de carrière et même du joueur intrinsèquement. Avant, le joueur était très lié au club. Les carrières étaient un peu plus longues au sein des clubs. Et parfois, il y avait des joueurs qui faisaient 5, 8, 10 ans dans des clubs. Et souvent, il y avait une sorte d'accord tacite où le joueur ne partait pas libre et permettait au club d'avoir un retour financier en vendant le joueur qui a performé dans le club. Et il y avait une ligne de revenu aussi là-dedans. Exactement, c'est de se dire on investit aussi sur le joueur, il sera bon pour nous, il va performer pour nous, et s'il performe pour nous, on va être bon sportivement, et lui pourra partir derrière et nous rapporter de l'argent. De moins en moins, enfin on se rend compte que ça arrive de moins en moins ce cas de figure, puisque, alors après c'est aussi dérégulé, c'est-à-dire que des clubs comme le PSG par exemple ont amené tellement d'argent que c'est très compliqué de s'aligner sur les salaires du PSG, donc les clubs ne vont pas faire l'effort de s'aligner sur le salaire du PSG et vont attendre que le joueur parte libre. Et très rares sont les joueurs qui acceptent de gagner moins que ce qu'ils gagnent actuellement, etc. Donc, de plus en plus, cette tendance s'observe en effet, où les joueurs vont privilégier leur carrière, dans le sens où leur confort matériel et leur logique de carrière doit être respectée avant tout, et ne sont plus que les instruments du club. Ça, c'est moins le cas. Il y a un désalignement, en fait, ouais. des intérêts. Exactement. Donc, pour faire le parallèle avec le monde de l'entreprise classique, encore une fois, sous un angle un peu sociologique, en tout cas de l'analyse de ce qu'on peut appeler l'analyse du marché du foot, on constate de plus en plus, donc si on prend pour socle d'analyse le recul des clubs comme institution forte et l'inversion du rapport de force, le joueur prend tellement la lumière, prend tellement d'argent et prend finalement est au centre de tous les projets qu'il devient une sorte d'auto-entrepreneur de lui-même. Et on peut y voir aussi une forme de parallèle avec le monde de l'entreprise où le salariat, au sens strict du terme, a un peu du plomb dans l'aile chez les nouvelles générations, où on constate donc qu'il y a moins de carrières longues, il y a plus cette optique de vouloir s'épanouir individuellement. On veut plus de patron. Exactement. Quitte parfois à renoncer à une partie de son confort matériel. Et ça, c'est un autre levier de motivation. Tu parlais tout à l'heure du mercato et de ce qui peut décider ou non de choix des joueurs. Il n'y a pas que le levier financier. Il y a aussi le levier... il y a d'autres leviers, il y a des leviers très symboliques, mais il y a des leviers de confort, de vie, parce qu'il faut savoir que le joueur et l'entourage du joueur est extrêmement important, c'est-à-dire dans l'équilibre du joueur, sa famille, ses proches, etc., rentrent pour 70% des cas dans la décision de où est-ce que je vais aller, des questions très terre-à-terre. Hein. Mon enfant est encore à l'école primaire, est-ce que je romps son cycle avant qu'il soit au collège, ou est-ce qu'on continue, donc je prolonge d'1 ou 2 ans ici. Des problématiques que toutes les familles ont. Exactement. En fait. Et ça, c'est très fréquent dans le foot. Ça peut aller de la crèche jusqu'à l'absence de collège à proprement parler qui serait bien pour l'enfant, ou de se rapprocher de la famille, etc., à un moment donné de la carrière. Tout ça, c'est des questions qui rentrent en considération. Donc, de plus en plus, les joueurs ont le luxe, ou alors se l'accordent, de pouvoir décider indépendamment de ce que va souhaiter le club, ou des impératifs contractuels, etc., et même au-delà de l'argent parfois, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour moi, d'où vient mon confort, et parfois c'est pas uniquement l'argent, c'est multifactoriel. Mathieu, une dernière question, puisqu'on file le parallèle avec le monde de l'entreprise. On a l'impression parfois un peu quand on regarde le mercato que personne ne se fait vraiment virer. Alors pour un joueur de foot qui se ferait virer du jour au lendemain, qui se retrouvait le bec dans l'eau, est-ce que le fait que ce sont des sportifs de haut niveau, que c'est un sportif de haut niveau, ça va l'aider à mieux rebondir que quelqu'un d'autre dans la vraie vie d'une entreprise plus classique? J'allais dire pas forcément. Alors, en effet, la notion de se faire virer n'existe pas vraiment. Il y a des joueurs qui sont au chômage parce qu'ils arrivent en fin de contrat et qui n'arrivent pas à retrouver un emploi, enfin un autre contrat. Il y a des joueurs qui mettent un certain laps de temps à la fin de leur carrière pour pouvoir retrouver autre chose. Mais l'idée de rebondir après s'être fait virer,
Par exemple, si on fait le parallèle avec le monde de l'entreprise, même si le joueur de foot est peut-être plus accoutumé à la notion d'échec, à l'impératif de rebondir après je sais pas, une mauvaise passe dans un club, après une blessure, etc., ou même après un parcours tumultueux, ça reste un autre monde, ça reste très compliqué de pouvoir transposer ça, dans le sens où les joueurs de foot ont des ressources, mais c'est des ressources liées à la performance sportive. Donc, ils peuvent en effet devenir s'endurcir, avoir un certain regard sur la notion de carrière, sur leur réussite, quand ils prennent du recul. Mais rebondir, c'est encore une fois, il y a plein de facteurs. Faut être soutenu, faut être compris dans ce qu'on cherche à mettre en place. Et c'est très rare les joueurs qui s'inscrivent complètement dans un plan de carrière qui fonctionne. Donc en effet, ils sont accoutumés à l'idée de rebondir. Mais quand on se fait virer, par exemple, et qu'on doit trouver autre chose, le joueur de foot sait pertinemment qu'il aura toujours un club. Même si c'est un club de plus bas standing, même si c'est dans un autre pays, etc., il pourra rebondir. La question est différente si on parle vraiment du joueur de foot en dehors de ce monde-là. Ça, c'est compliqué parce qu'à la fin de sa carrière, la question se pose pour lui de savoir ce qu'il veut faire parce qu'il a connu que le foot. Et il a pas 20 000 opportunités, c'est-à-dire que soit c'est coach, ou en tout cas dans la continuité de ce qu'il a pu connaître dans le monde du football, soit c'est se réinventer totalement. Donc il y a Alassane Diarra, par exemple, qui a créé sa marque de vêtements, Blaise Matuidi en tant qu'investisseur. Donc, mais ça reste limité dans le sens où ces profils-là sont marginaux et la plupart des joueurs de foot ont cette continuité dans ce monde-là, mais comme on peut le rencontrer dans d'autres milieux, finalement, on a une sorte de socialisation professionnelle qui continue. Et c'est pas étonnant de voir des joueurs de foot qui continuent leur carrière après le football dans le monde du foot. Alors Mathieu, le mot de la fin, donne-nous un nom. La personne qui a le mieux réussi sa reconversion ou son pivot pour piquer un mot au basket. Un joueur de foot qui s'est le mieux reconverti selon toi, selon le point de vue du sociologue. Eh ben, je dirais Thierry Henry, pour 2 raisons. Parce que lui, il a connu, juste après sa carrière de footballeur, une carrière de coach, qui a été un peu à double tranchant, pour être honnête. À l'Impact Montréal, ça pouvait fonctionner, mais après c'est un autre environnement et souvent les coachs en Europe veulent connaître cette première étape en MLS. Mais quand il est venu à Monaco, c'était un peu différent, dans le sens où on ne peut pas explicitement dire que c'était une réussite pour lui en tant que coach, mais je pense que ça lui a appris. Je ne dis pas qu'il ne pourra pas de nouveau redevenir coach, etc. Mais il a su rebondir après, donc avec notamment Prime ou en tant que consultant. Exactement, consultant ou sur Sky. Plus, ouais. Exactement. Où je pense qu'il arrive à trouver exactement parce que c'est aussi ça l'idée, c'est trouver la meilleure adéquation entre qui il est en tant que personne, donc faire fitter sa personnalité, ses compétences, son parcours pour produire quelque chose de nouveau. Et je pense que là, c'est vrai que son rôle de consultant, contrairement à d'autres footeux qui sont peut-être un peu plus typiques dans leur approche, lui, il y a une forme de presque comme du stand-up, où il arrive non pas à se mettre en scène dans le sens où c'est fake, mais dans le sens où il maîtrise les outils de communication. Ouais. Et finesse, exactement. un ton, une patte, ouais. C'est ça. Et on le voit bien en Angleterre, par exemple, sur tous les plateaux de soirées de Ligue des Champions. Il fait rigoler tout le monde. Exactement. Et je trouve que c'est assez réussi parce que les nouvelles générations qui ne l'ont pas connu en tant que joueur vont le découvrir sous cet angle-là. Et je pense que c'est plutôt pas mal. En plus, il parle bien de football, il connaît le foot. C'est une légende en Angleterre. Et il a réussi finalement à rebondir 2 fois, c'est-à-dire en tant que coach et après en tant que consultant. Et même simultanément, je sais qu'il y a d'autres coachs qui le font. Ils sont sur les plateaux. Ça peut être à l'équipe, sur Prime, etc. Mais rares sont ceux qui ont réussi à rebondir avec une telle aisance. Il a créé presque un nouveau style dans l'approche du consultant de foot. Voilà, vous voyez, le foot, ça permet aussi de parler économie, mais aussi sociologie. Merci beaucoup Mathieu Ruffet, sociologue du sport. Aujourd'hui, pour finir, ton job, c'est quoi en une ligne ? Accompagner les clubs, les joueurs, donc principalement les directions de clubs et les staffs, dans l'optimisation de la performance. Donc je suis à la fois consultant, freelance et j'interviens auprès de pas mal de clubs en Europe qui font appel à mes services pour optimiser la performance des joueurs. Merci beaucoup Mathieu.